une fois de plus, on m'envoie un document, un lien vers un site qui s'appelle Le Grand Projet, et on me demande ce que j'en pense. La personne qui m'envoie ça suppose que c'est une bonne initiative qui est plutôt anti-système. Nous allons en parler, non sans vous demander de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, de nous soutenir par les liens qui sont sous cette vidéo et notamment par le lien qui vous renvoie vers le ravitaillement, en particulier en livres. Dans les livres, vous allez trouver beaucoup de choses que je ne peux pas dire en vidéo. Allez voir ci-dessous, lien vers les livres. Bon, alors j'y vais, je vois ceci. Une société réorganisée sans argent résoudrait la plupart des problèmes de l'humanité. C'est un vieux discours dans la société française qui est inspiré de la gauche, voire de l'extrême gauche. Donc on va en parler un petit peu. Le grand projet est le fruit du travail d'un groupe de réflexion souhaitant mettre un terme aux dérives écologiques, économiques, sociales et humaines insoutenables que traverse notre société. Bon, très bien. Son constat fait clairement apparaître l'argent, le système marchand, comme source de toutes les inégalités sociales, de la faim dans le monde, de l'inaction climatique, de la concentration des richesses qui atteint les sommets, ainsi que de nombreuses autres dérives. Alors je vous fais juste un petit commentaire de ça. Donc son constat fait clairement apparaître l'argent, le système marchand, c'est pas la même chose. Le système marchand, il ne comporte pas que l'argent, comme je l'ai déjà dit, puisqu'il comporte aussi une énorme part de bénévolat. Le marchand, qui expose ses produits, donne beaucoup de son temps et ne vous facture pas tout le temps que facture un libéral, par exemple, un avocat. Un avocat, il se fait payer à l'heure. Eh bien, pas un commerçant. Un commerçant, il ne facture pas tout le temps qu'il passe à faire ses réserves, à faire son inventaire, à faire tous les coups de fil qu'il doit passer à des fournisseurs qui ne sont pas dans les temps ou qui envoient des mauvais produits ou qui ont des produits abîmés. Il ne facture pas tout le temps qu'il passe avec l'administration, etc. Donc, le système marchand repose très largement sur du don, sur du temps donné. Je dis ça à tous ces gens qui sont des communistes invétérés et qui voient le système marchand comme étant un système d'argent. Par ailleurs, si on supprime ce système d'argent, on le remplace par quoi? Par du troc. Très bien. Et bien moi, je vais vous demander une chose. Un chirurgien se pointe chez vous. Il veut acheter des pommes, mais il n'y a pas d'argent. Donc, on va lui demander quoi au chirurgien pour rémunérer ces pommes qu'il va acheter? On va lui demander quoi? Une opération de la cataracte? L'ablation du foie? Et lui, il va vous dire quoi? Une opération, ça demande 5 ou 6 heures de travail. C'est 10 ans ou 15 ans d'études. C'est peut-être 10 ans de pratique aussi. Et donc, je vais y passer 6 heures pour acheter 1 kilo de pommes. C'est inégal. Je vais me faire gruger. Donc, le troc, ça ne va pas marcher puisque vous n'aurez jamais une équivalence exacte entre les valeurs demandées et les valeurs payées. Le troc est un système qui ne peut valoir que s'il y a une stricte équivalence consentie entre les deux parties. Or, vous n'y arriverez pas. Qui va décider de la valeur d'un troc? Ce sera toujours le plus puissant et le plus fort. Par exemple, ce même chirurgien, si c'est un mauvais homme, il va dire « Moi, je ne vous opère pas, madame, si vous ne me faites pas 20 000 heures de ménage chez moi. » Cette dame étant dans une situation où elle devra être opérée, ne pourra pas faire autrement que d'accepter. Vous voyez? Donc en fait, le troc, ce sera forcément celui qui disposera du produit le plus nécessaire, qui fera ce qu'il voudra. Le produit le plus nécessaire est le plus rare. Donc on va établir que la rareté et la nécessité ont une valeur, alors que le service courant, comme le ménage par exemple, n'aura pratiquement aucune valeur. Et donc vous allez créer des inégalités. Donc ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a inventé l'argent, qui est une valeur que tout le monde peut comprendre et peut admettre. On peut estimer qu'une opération, ça peut coûter, je ne sais pas, disons 2000 euros ou 1500 euros, si vous voulez. Bon. Et vous acceptez de payer ce prix-là parce que vous reconnaissez qu'effectivement, c'est particulièrement délicat d'opérer et que ça ne se fait pas comme ça, sans avoir fait des études et sans avoir beaucoup travaillé. De même que vous n'allez pas demander à un architecte de faire votre maison pour 55 francs. Il faut qu'il travaille beaucoup et que votre maison soit parfaitement fiable et sûre, qu'elle ne s'écroule pas sur votre tête et celle de vos enfants. Voilà, donc il n'y a pas d'équivalence. Il y a forcément un rapport aux choses qui sont différentes, un rapport qui doit être équitable. Donc moi je peux faire une heure de ménage, je ne le facturerai pas une heure de conversation sur des sujets extrêmement épineux d'ordre juridique. C'est absolument évident. L'argent est la valeur la plus neutre qui soit. Rien n'est plus neutre que ça. L'argent n'a aucune valeur en soi. C'est la confiance que
les deux parties lui accordent qui vaut. Et c'est ça son intérêt. C'est parce que c'est un outil absolument neutre qu'il est bon, qu'il est juste. On ne met pas dedans une notion qui serait subjective du type « c'est plus rare » ou « c'est plus nécessaire, donc je t'oblige à me payer davantage ». Bien sûr que la rareté joue, mais toutes les raretés n'ont pas de valeur. Vous connaissez l'adage antique, un cheval boiteux c'est rare, ça n'a pas de valeur particulièrement. D'accord, donc il ne faut pas justement que cette valeur neutre soit dégradée par une valeur non neutre qui serait par exemple le rapport de force entre quelqu'un qui serait dans un état de nécessité et quelqu'un d'autre qui disposerait du produit pour répondre à cette nécessité. À partir du moment où il y a une valeur neutre, telle que 2500 € pour une opération, eh bien, ça évite qu'on ait des abus exorbitants et ça fixe des règles. C'est-à-dire qu'il y a une valeur qui est fixée, 2500 €, c'est une valeur qui est fixée. Un chirurgien arrivant après cela ne pourrait pas dire bah, « mon opération à moi, elle vaut 25 000 €. Ou alors tout de suite, on fait la différence. On dit qu'il y en a un on voit que quelqu'un propose 25 000 € et l'autre qui propose 2500 €. Et donc on se posera la question sur la différence de valeur des deux. Et à ce moment-là, vous avez un outil de comparaison, parce qu'il y a un outil qui est neutre et qui permet de faire la comparaison. Tandis que si vous avez du troc, bah, vous perdez cet instrument de mesure. Donc vous rentrez dans le flou, dans l'inéquité. L'argent et le système marchand ne sont pas assimilables, et d'autre part, si vous enlevez l'argent, vous avez un système de troc qui sera, par essence, très souvent, et à terme, injuste. Ils disent également que l'argent est source de toutes les inégalités sociales. C'est absolument faux. Il y a des tas d'inégalités qui ne relèvent pas de l'argent, telles que les inégalités éducatives, les inégalités peut-être ethniques. Dans un pays donné, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages. Je sais pas, au Vietnam par exemple, les Vietnamiens ils ont un avantage par rapport aux étrangers. Aux Bengalais par exemple, c'est évident. Au Bangladesh, les Bengalis auront peut-être plus d'avantages que les Vietnamiens. Et c'est comme ça. Il y a des inégalités qui sont liées à toutes sortes de choses, à votre capacité à comprendre les choses, à voir, à sentir, à faire travailler vos cinq sens, et bien d'autres encore, vos talents particuliers. Vos talents font que vous êtes un être qui n'est pas égal aux autres. Il y a une inégalité naturelle qui est parfaitement compréhensible et qui ne relève donc pas de l'argent. L'argent n'est pas responsable non plus totalement de la faim dans le monde. Dans le problème de la faim dans le monde, il y a d'autres choses. Il y a des raisons climatiques, il y a aussi des raisons de paresse, il y a des raisons d'ignorance, parce qu'il y a des choses qui pousseraient très bien dans certains endroits où on ne les cultive pas, etc. etc. Bon. L'inaction climatique, alors là je réponds tout de suite qu'il faut absolument ne rien faire sur le plan climatique. Il faut surtout ne pas agir. Il faut une inaction climatique et ne surtout pas agir climatiquement. Chaque fois que l'homme tente d'agir pour le climat, soi-disant, il fait des conneries. Donc il faut surtout ne pas agir pour le climat. En revanche, il faut agir contre la pollution. Ça, oui. Or, la pollution, qui est le problème numéro 1 dans ce domaine, est largement occultée. Car vous n'entendez jamais parler du problème de la pollution. On nous parle de l'action climatique ou de l'inaction climatique ou du réchauffement climatique et toutes sortes de choses de ce genre qui ne sont pas le problème, en fait. Le vrai problème, c'est la pollution. Donc, oui, il faut absolument de l'inaction climatique. Et l'argent n'a rien à voir avec ça, puisque justement, l'argent du G7, du G20, de sommets de Kyoto, de Paris, etc., s'engouffre dans ce genre de billevesée, nourrit des millions de fonctionnaires et toutes sortes d'organisations d'ONG qui palpent beaucoup d'argent pour quoi faire, soi-disant une action climatique, éventuellement de l'épandage aérien, vous savez les fameux chemtrails, ou toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas faire, l'éolien, etc. Donc là il y a beaucoup d'argent qui y va, donc on peut dire que l'argent n'est pas responsable de l'inaction climatique, mais d'une action climatique perverse, et il vaudrait mieux qu'il n'en soit pas. L'argent serait responsable de la concentration des richesses qui atteint des sommets. Non, c'est pas l'argent qui est responsable de la concentration, c'est la concentration qui est le problème, la concentration de l'argent en certaines mains, et ce sont ces mains-là qui sont responsables et non pas l'argent. Les richesses sont captées par une oligarchie. C'est pas l'argent qui est coupable. C'est pas la voiture qui est coupable de faire des accidents, c'est le conducteur. Ainsi que de nombreuses autres dérives qu'on ne nous a pas expliquées. Mais bien sûr qu'il y a un problème avec l'argent quand il est mal employé, évidemment. Tout objet mal employé produit un mal.
évidemment. Hein, je peux tuer quelqu'un avec une bouteille de champagne, évidemment. Je peux mal me servir de n'importe quel appareil électrique ou de n'importe quel outil, d'un marteau, d'une scie égoïne ou d'une disqueuse. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'outil qui est un problème. L'argent peut être un excellent outil et comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur moyen de régulation des services rendus par les hommes entre eux. Les sciences cognitives démontrent que l'argent diminue l'altruisme et le contact social. Et bien ça c'est faux. Favorisant l'individualisme, le comportement immoral et illégaux. Ça c'est faux. Et là, vous voyez, on voir le constat, on fait du constat, mais bref. Les sciences cognitives ne démontrent pas du tout que l'argent est l'altruisme. L'argent diminuerait l'altruisme à condition qu'il serait l'objet d'une captation et d'une recherche effrénée, excluant le reste. Mais l'argent est tout de même ce qui développe l'activité, et notamment l'activité économique. C'est ce qui permet à tous ces gens-là, d'abord de faire leur site, mais aussi d'être nourris tous les jours. Sans argent, ils ne seraient pas nourris tous les jours, ces gens-là. Ils n'existeraient même pas, donc leur éventuel sentiment d'altruisme n'existerait même pas. L'argent fait toute la société dans laquelle ils vivent, et il fait aussi une grande part de la générosité. Car ce sont les gens qui ont des moyens qui donnent. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. J'ajoute que ces gens-là projettent, en fait, sur l'argent leur propre manquement. C'est eux qu'ils s'accusent d'égoïsme. Car s'ils étaient des entrepreneurs, ceux qu'ils ne sont pas, s'ils étaient des agriculteurs, ceux qu'ils ne sont pas, ils sauraient qu'ils donnent beaucoup de leur temps. Ils sauraient qu'en fait, ils consacrent leur vie contre une rémunération très faible, très très faible par rapport à tout ce qu'ils donnent et par rapport à leur existence propre, et que par conséquent, l'essentiel de leur activité économique est un don, je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de gratuité dans ce qu'on croit être de l'activité économique, surtout dans des pays comme les nôtres, où nous sommes de plus en plus mal rémunérés. Et je pense que tout le monde a bien conscience qu'on est très mal rémunéré pour le travail qu'on fait. Très très mal rémunéré pour le travail qu'on fait. On devrait être beaucoup plus riche que nous ne le sommes. Non seulement il ne faut pas enlever l'argent, mais moi je dis qu'il faut en mettre davantage. Bien plus, il faut qu'il y ait davantage de relations marchandes entre les hommes. Car c'est ainsi qu'on arrive à une équité, plutôt que d'être tout le temps dans une soi-disant gratuité qui est en fait une mise en dette de la population. Cette gratuité publique qui en fait repose bien sûr sur de l'impôt, donc de la captation d'argent, et qui fait en sorte que les gens soient en situation de dépendance vis-à-vis de l'État. L'esclavage, c'est cela aussi. C'est la domestication dont j'ai déjà beaucoup parlé. Donc je préfère de loin rétablir l'argent. Et je le dis dans mes relations, par exemple, avec l'Afrique. Je travaille, par exemple, à dépolluer. Enfin, nous sommes sur des projets de dépollution en Afrique. Et je leur dis, mais si vous voulez qu'il y ait de la dépollution, il faut que les gens soient intéressés. Il ne faut pas simplement leur faire la leçon en disant, la pollution, c'est pas bien. Il faut qu'ils soient intéressés, c'est-à-dire que les déchets leur rapportent de l'argent personnellement. Et si cela rapporte de l'argent personnellement, eh bien les déchets, ils vont vite disparaître, parce qu'ils seront l'objet d'une captation juste et bonne, celle-ci, et basée sur un profit qui sera très très bon, parce que ce profit changera les mentalités, ce profit créera une nouvelle habitude. Cet argent sera éducateur, et de la bonne manière. Les gens auront intérêt à ce que leur environnement soit débarrassé de ces plastiques, parce que ces plastiques et toute cette pollution, tous ces déchets, eh bien ils pourront les revendre au kilo. Et à ce moment-là, croyez-moi que le nettoyage se fera. L'État n'aura pas besoin d'intervenir. Il n'y a pas besoin d'impôts, il n'y a pas besoin de lois, il n'y aura pas besoin de politique. Et tout cela, ce sera beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Beaucoup de gratuité pour finir. Qui résultera d'un profit personnel. Donc je dis, au contraire, amenons l'argent dans les coins les plus reculés. Vous savez, je discute là avec un pays dont le revenu annuel moyen par habitant est de 449 $. C'est une misère. Revenu annuel, 449 $. Avec mon activité, on va multiplier par 3 ou par 4 ce revenu pour les personnes qui participeront au ramassage du plastique. Et ils ne le feront plus de manière bénévole. Il faut arrêter avec ce bénévolat qui est catastrophique. Les gens seront rémunérés pour leur travail et ils seront contents de le faire. Et s'ils ne veulent pas être rémunérés, ben, ils auront le droit de le faire et de donner leur plastique. S'ils le veulent, c'est pas un problème. Si les gens veulent être gratuits, c'est pas un problème. Au contraire, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais en tout cas, le fondement de la société doit être marchand. Il faut impérativement rétablir la dimension marchande de nos sociétés qui a fait la prospérité de la France pendant des millénaires. En tout cas, notre pays, depuis l'origine des temps, a connu sa prospérité, une prospérité et une richesse du fait du travail rémunéré. Voilà. Et ça, c'est absolument indiscutable. Et au contraire, tous les pays communistes qui ont supprimé la juste rémunération, eh bien, ont été des pays de misère
et de désastre social épouvantable. Donc voilà, soyons pratiques et cessons d'être idéologues. Tous ces gens qui sont de la bourgeoisie, qui touchent l'argent tout le temps, ces gens-là, ils touchent des revenus sociaux, ils touchent de l'argent. Tous ces gens-là ne sont pas des crève-la-faim, ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui se permettent d'avoir ce genre d'idée. C'est de l'idée bourgeoise en fait. Et c'est très très fréquent à gauche. Tous ces gens n'ont aucune espèce de notion de ce que c'est que créer de la richesse et comment la richesse est nécessaire et indispensable pour l'équilibre des sociétés, pour la salubrité, pour la santé, pour la justice, pour l'éducation, pour tout. Pour tout, il faut des moyens et il faut que les gens soient dûment et justement rémunérés. C'est d'ailleurs assez paradoxal que tous ces gens qui sont contre l'argent, ils vont faire des manifs pour les retraites, pour les salaires, etc. Ça, ils sont les premiers à y être. S'ils sont contre l'argent, qu'ils le donnent leur argent. Qu'ils le donnent. En Afrique, il y a des tas de besoins, il y a des tas de gens qui n'ont pas un sou, comme je vous l'ai dit, et qui en auraient peut-être besoin. D'ailleurs, il n'en faut pas partout. Et puisque vous voulez en venir à ce chapitre, ce qu'il faut éviter, c'est la destruction de la dimension transcendantale de l'individu et le matérialisme de toutes les relations humaines. Et le meilleur moyen pour cela, c'est justement de rétablir un esprit marchand. Parce que c'est quand la question est résolue que les personnes peuvent se consacrer à autre chose. Il est assez connu et évident qu'on se bat pour ce qu'on n'a pas. Quelqu'un qui a de l'argent, il ne se bat pas pour de l'argent, il se bat pour autre chose. Et par exemple, pour développer des talents, pour développer sa générosité, pour développer des activités qui, pour une fois, ne lui rapporteront rien, etc. La générosité, elle vient beaucoup de gens qui ont fait ce qu'il fallait du côté de leurs revenus et qui sont tranquilles de ce côté-là, qui sont tranquillisés et qui n'ont plus cette espèce de pression permanente et terrible et despotique du manque de moyens. Mais il est évident aussi, pour me contredire, qu'il y a aussi des gens qui ont de l'argent et qui en veulent toujours plus. C'est évident. Après, c'est une question d'éducation et éventuellement de législation au sujet des monopoles et des situations d'abus. Effectivement, la question peut se poser. De là à dire qu'il faut supprimer tout l'argent, c'est absurde. La générosité et l'altruisme relèvent essentiellement de l'éducation. Si vous avez été habitué dès votre plus jeune âge à donner, si vous avez pratiqué, à ce moment-là, oui, vous pouvez prétendre être quelqu'un de généreux. En général, les gens généreux, d'ailleurs, ils ne le disent pas. Mais ça se pratique, c'est pas quelque chose qui se décrète. Et ce n'est pas en supprimant l'argent qu'on va devenir généreux et qu'on va développer son altruisme. Au contraire, toutes les sociétés pauvres développent au contraire beaucoup d'égoïsme, de captation, de rivalité, de gangstérisme éventuellement, contre lesquels l'éducation lutte, contre lesquels des organisations luttent. Et si vous trouvez encore dans les sociétés pauvres des gens qui ont une générosité, c'est parce qu'il y a une éducation qui est puissante, et souvent même de la religion. Mais la tendance, la grosse tendance dans la pauvreté, c'est évidemment la jalousie, c'est convoiter le bien d'autrui, etc. Et les sociétés riches ne sont pas indemnes de cela, puisque évidemment, le spectacle des richesses d'autrui donne des envies à chacun. Donc effectivement, il faut éviter le matérialisme. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une surenchère de biens et un excès d'argent qui soit visible, comme on le voit dans certaines sociétés aujourd'hui, dans certains pays du Moyen-Orient. Évidemment que ça provoque des jalousies, ça provoque des convoitises. Bon. Donc ce n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est pas supprimer l'argent qui résoudra le problème, et ce n'est pas non plus faire de l'argent une valeur en soi. Encore une fois, ce n'est qu'un outil. Dès lors qu'on fait de l'argent une valeur en soi, effectivement, on crée toutes sortes de choses néfastes de l'ordre de la convoitise, de la captation, de l'abus de pouvoir, des monopoles, etc. Et la générosité, ça s'apprend, ça s'enseigne par la pratique, et non pas à coup de leçons de morale. Et donc on apprend aux enfants à partager leurs jouets, on leur apprend à donner éventuellement un objet dont ils n'ont plus l'utilité, on leur apprend aussi à gagner leur vie. C'est important que les enfants sachent gagner leur vie. Et puis, donner une part de ce qu'ils ont gagné aussi, sans injustice et sans les spolier, sans leur donner l'impression d'avoir travaillé pour rien. Vous savez, la société, vous le savez très bien, la société actuelle développe énormément de frustration parce qu'elle rémunère mal les gens et en plus elle leur prend beaucoup de ce qu'elle leur donne chichement. Ce qui fait que ça crée évidemment beaucoup de frustration, ça réduit énormément la générosité individuelle et ça occasionne beaucoup de heurts sociaux. Ce n'est pas, là encore, l'argent qui est un problème, mais c'est le manque d'argent et la manière dont les gens s'en servent. Donc l'éducation est absolument centrale. La générosité est une chose qui s'enseigne dès le plus jeune âge et qui se pratique, je l'ai déjà dit, et c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup. Moi je pense qu'il ne faut pas faire en sorte que l'argent soit partout et faire en sorte que les hommes dépendent des circuits financiers pour vivre. Et je crois que si, dans les sociétés traditionnelles, il y a des productions locales qui permettent de vivre en autarcie sans argent, c'est aussi bien.
parfait, c'est très bien. Mais l'argent, en tant que monnaie telle que nous la connaissons, peut être aussi un objet d'échange, y compris rudimentaire. L'argent peut se manifester par des équivalences en ce que vous voulez. Éventuellement en service. Et à ce moment-là, le troc devient à son tour une sorte d'argent. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est décider qu'il n'y a plus de monnaie d'échange. Parce que si vous faites cela, comme je l'ai dit, vous en arrivez à une situation d'injustice. L'argent rend les choses objectives et mesurables, et c'est probablement ce que beaucoup de gens n'aiment pas, que les choses soient objectives. Dès lors qu'on peut comptabiliser, compter, retenir, savoir les choses précisément, à ce moment-là, chacun peut y trouver son compte, pourvu que le compte soit bien fait. Et je n'ignore pas non plus qu'il y a un problème considérable avec la captation de l'argent et le mauvais profit. Et on confond argent et profit. Ce n'est pas l'argent qui est un problème, ce sont les mauvais profits. Et effectivement, nous sommes dans des sociétés occidentales coincées entre des oligarques apatrides, sans racines, sans culture locale, sans enracinement, et donc sans souci des nations, qui captent de la richesse et qui sont les maîtres de l'Occident, et ça nous le savons depuis très longtemps, ce que la gauche n'a jamais vraiment voulu savoir, puisque la gauche a reçu beaucoup d'argent, et doit toute son existence d'ailleurs à cette oligarchie. Et de l'autre côté, des bureaucraties, des administrations, des lois, des règlements, des dispositions législatives, et un système institutionnel qui est basé presque entièrement à l'encontre d'un esprit marchand. Ce bureaucratisme est extrêmement néfaste. Donc en fait, tout cela, tout ce système dans lequel nous sommes, de nature soviétique pour tout dire, est entre les mains réellement d'oligarchies privées. Et là est un véritable problème, puisque les ressources sont captées par ces oligarchies et contrôlées par le biais de ces hyper-administrations, de ces institutions. Là est le vrai problème. Je pense qu'il faudrait couper avec ces institutions, en diminuer le nombre, en détruire un très grand nombre en réalité, et couper avec les oligarchies, en les détruisant tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de discuter avec ces oligarchies, il faudra les détruire. Et donc rétablir les nations, la prospérité individuelle, la prospérité des petites entreprises, des activités, et éventuellement aussi des grandes entreprises, parce qu'il en faut, pourvu qu'il y ait derrière quelque chose d'utile à la société, et non pas une espèce d'institution subventionnée à mort, et qui n'existe que pour le prestige de ceux-ci, ou pour le plaisir de telle ou telle politique. Si une entreprise est une grande entreprise, mais n'a pas de véritable raison d'être, n'a plus de raison d'être, il n'y a pas de raison qu'elle perdure. En revanche, s'il y a des idées de génie, s'il y a des produits utiles, nécessaires, eh bien, on peut parfaitement envisager que ces sociétés soient soutenues et encouragées. Donc je suis pour la liberté de l'entreprise, je souhaite qu'il y ait davantage d'esprit d'entreprise dans l'humanité, et je pense qu'une fois qu'on est à l'aise de ce côté-là, on n'a plus de problème avec tous ces sentiments-là, et on peut parfaitement être généreux. Les sociétés les plus généreuses sont les sociétés riches, qui sont prospères. La société française est une société extraordinairement riche, qu'on a d'ailleurs épuisée jusque dans les années 80. Vous faisiez un téléthon, vous faisiez ceci, une campagne contre le cancer ou cela, je ne sais quelle cause. Eh bien, les Français y donnaient, parce qu'ils héritaient d'une société où la générosité était spontanée. Dans l'Ancien Régime, les gens y donnaient très volontiers, très facilement. Et jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, ça se fait encore un petit peu d'ailleurs, les clochards, les SDF comme on dit maintenant, se mettent à la porte des églises et attendent des bons chrétiens qui leur donnent une pièce, ce qui s'est fait pendant des siècles et des siècles. Donc il y avait une générosité naturelle. Pourquoi ? Parce que les gens avaient de quoi vivre et ils pouvaient penser à donner à autrui. Aujourd'hui, les clochards, ils vous diront à la sortie des églises qu'ils ne touchent plus grand-chose, parce que les gens qui vont à l'église, comme les autres d'ailleurs, sont des gens qui n'ont plus de moyens. Les gens sont appauvris. Et par ailleurs, on est obligé de tout regarder. On se demande s'il ne faut pas déclarer ce don qu'on fait au clochard, parce qu'il y a une bureaucratie qui est là, une administration qui vous surveille, chaque don doit être déclaré, etc., etc. En fait, on a tué l'esprit de la relation humaine, et notamment par cette pseudo-gratuité publique qui est une domestication. Enfin voilà pour ce petit mot rapide, parce que c'est une chose qui revient régulièrement. Ça ne fait que répondre à quelques objections, mais je ne voudrais pas m'y attarder, parce que nous avons évidemment des tas de choses à faire plus importantes que celle-ci. Alors pour information, ceci ça s'appelle Mosika. Voilà, pour ceux que ça intéresse.